Monsieur le Haut-Commissaire, bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu, le défilé militaire du 14 juillet, pour se souvenir surtout, 1914-2014, une année particulière. Mais aujourd'hui en Polynésie, l'armée se retire progressivement. Où est-elle présente quotidiennement pour les Polynésiens aujourd'hui? Bien, je l'ai quand même rappelé, l'armée se retire progressivement, encore qu'il y a plus de 1200 militaires sur le territoire. On a vu ce matin quand même qu'ils avaient des moyens. Elle est un peu partout. Elle est dans la marine, elle est dans l'armée de l'air, elle est aussi dans l'armée de terre. Et j'ai rappelé quand même que c'est l'armée qui nous aide lorsqu'il faut, par exemple, aller distribuer des bulletins de vote dans les atolls éloignés. C'est l'armée qui participe aussi à un certain nombre de sauvetages, à des évacuations sanitaires. Dans l'armée, elle est présente tous les jours, y compris dans la vie quotidienne de tout un chacun, et même dans les archipels les plus éloignés. Alors l'armée présente également à Moruroa. Le système de surveillance géomécanique de l'atoll doit être rénové. Pour les associations, ne serait-ce que stocker des déchets radioactifs dans le lagon, c'est en infraction avec la loi française. La surveillance n'empêche pas les risques. Avec 137 puits, la Polynésie est-elle assise sur une poubelle radioactive? Non, la Polynésie n'est pas assise sur une poubelle radioactive. Les tests qui ont été faits à Hao, par exemple, montrent qu'il n'y a pas de radioactivité dans le lagon. Et sur le système Telsit à Mururoa, de quoi s'agit-il? Il s'agit justement de protéger les populations pour mesurer chaque jour s'il y a une évolution de l'atoll. Et ce système Telsit est ancien aujourd'hui, il faut le rénover. C'est 30 millions d'euros pour les capteurs et ce sera beaucoup plus pour l'ensemble des travaux. Ça fait aussi travailler les entreprises polynésiennes, bien entendu. Et si nous ne le faisions pas, nous serions coupables. Donc en le faisant, nous protégeons les populations de Mururoa, évidemment, les militaires qui y sont, mais aussi des atolls qui sont proches. Alors dans l'actualité également ce week-end, la marche réclamant le départ de l'imam. Vous avez entendu les inquiétudes des manifestants. Aujourd'hui, que sait l'État sur cet homme, sur ses financements et la branche à laquelle il appartient? D'abord, je ne évidemment révélerai rien de ce que nous savons. Par contre, ce que je veux dire, ce sont deux choses. La première, c'est que nous ne faisons pas preuve d'angélisme. Nous sommes réactifs et nous ne sommes pas naïfs. En même temps, nous sommes dans un état de droit. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas prendre des mesures comme celles que certains proposent, l'expulsion, alors même qu'il s'agit d'un citoyen français. Il y a des règles à respecter et la République s'honore de respecter ces règles. En revanche, évidemment, il faut que nous soyons attentifs à tout ce qui se passe. Et c'est ce que nous faisons. C'est le fait de ne pas savoir qui entretient le doute et les inquiétudes. Est-ce qu'il appartient vraiment à une branche salafiste, comme certains le craignent? Est-ce que les raisons de son interdiction de territoire aux États-Unis sont des raisons qui peuvent être valables également sur le sol français? Les raisons de son interdiction sur le territoire aux États-Unis, nous ne les connaissons pas. Et j'ajoute que lorsqu'on est citoyen étranger d'un pays, on peut se voir opposer des raisons pour ne pas pénétrer dans un pays, mais lorsqu'on est citoyen d'un pays comme la France, on peut se promener dans l'ensemble du territoire français, y compris en Polynésie. Donc nous ne sommes pas devant la même situation que les États-Unis. Et quelle est la position de l'État quant à l'ouverture d'une mosquée en Polynésie? Mais écoutez, pour l'instant, ça n'est pas d'actualité. Je sais bien que l'imam a indiqué lui-même qu'il venait pour créer une mosquée. Je sais bien que d'autres indiquent qu'il ne faut surtout pas créer de mosquée. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Je rappelle qu'il y a des règles d'urbanisme qu'il faut respecter et que, avant toute chose, il faudrait que l'imam ait les moyens. Et aujourd'hui, je ne suis pas du tout sûr que nous en soyons là. Alors concernant la participation de l'État, son retour est attendu dans le financement du RSPF. L'IGAS a rendu ses conclusions. À quoi peut s'attendre la Polynésie? Si vous voulez, les conclusions de l'IGAS permettent d'orienter l'action que pourrait conduire le gouvernement de Polynésie s'il veut réduire, évidemment, le déficit du RSPF qui est aujourd'hui intenable au rythme où vont les choses. Alors, il faut que le gouvernement étudie ce rapport, qu'il se positionne par rapport aux recommandations qu'il formule, et en fonction de cela, l'État pourra, la ministre l'a indiqué, faire jouer la solidarité nationale. Mais donc, nous n'en sommes pas là. La décision ne sera pas prise dans les jours à venir. Elle pourra l'être, si vous voulez, dans les semaines ou dans les mois à venir. Elle devrait l'être avant la fin de l'année, puisqu'il y a des arbitrages budgétaires qui devront être rendus. Mais le rapport ayant été remis il y a à peine une dizaine de jours, vous comprenez bien qu'aujourd'hui il est encore tôt pour savoir comment se positionne et l'État d'un côté et le gouvernement de Polynésie de l'autre. Alors le gouvernement, à partir de demain, va commencer à examiner les projets des cabinets d'architectes pour le Mahana Beach, un cabinet français, un autre américain et un troisième chinois. Quel regard porte l'État sur ces investissements étrangers? L'État est favorable à tous les investissements qui favoriseront le développement économique et la croissance, qu'ils soient français
ou étrangers. Il y a une réglementation particulière ? Il n'y a pas de réglementation particulière. C'est le gouvernement de Polynésie qui a le choix entre les 3 offres qui lui seront proposées. Et ensuite, évidemment, il fera l'investissement qui lui paraît utile. Pour l'État, l'important, c'est qu'il y ait développement économique parce que pour lui, il faut que tous les territoires se développent. Justement, le développement économique, ça faisait partie de vos priorités à votre arrivée il y a moins d'1 an avec le renforcement de la sécurité routière. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous de cette presque première année écoulée ? Sur le développement économique, je considère qu'avec l'avance de trésor que nous avons faite, avec la relance, en quelque sorte, du contrat de projet et du 3e instrument financier, nous appuyons le territoire dans ces projets d'investissement. Donc ça, je considère que c'est positif. Sur la sécurité routière, nous avons réussi cette année à diminuer de 23% le nombre de tués, de près de 40% le nombre d'accidents et le nombre de blessés, ce qui est un effort important et j'espère que nous allons le continuer tout au long de l'année. Monsieur le haut-commissaire, merci d'avoir accepté notre invitation.